Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Iluti Investissement, c'est Aurélien et aujourd'hui je vais me permettre pour la première fois de répondre à quelqu'un et ce quelqu'un aujourd'hui ça va être Margot Klein. Je suis très content que Margot ait fait des dernières vidéos autour du rachat d'entreprise, de la reprise d'entreprise, notamment de ce qu'elle a dit, c'est en reprenant la méthode de Dan Peña. Alors Dan Peña est un anglo-saxon qui développe une méthode qui s'appelle la méthode QLA et cette méthode est très adaptée au monde anglo-saxon et peu adaptée au monde francophone. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs, j'ai des amis autour de moi qui suivent cette formation de Dan Peña et qui après cherchent à adapter cette formation, ce cursus, cette façon de faire, ce système en francophonie et ça marche pas très bien. Alors, avant toute chose, avant que les fans de Margot me tombent dessus, je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect pour Margot, pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle va faire vu ses nombreux projets. J'ai aucune animosité envers elle. Par contre, je voudrais vraiment répondre sur les croyances qu'elle a et qu'elle véhicule autour de la reprise d'entreprise parce que, selon moi, ce sont des croyances qui sont fausses. Voilà. Alors, que nous dit Margot dans ses dernières vidéos? Alors, elle nous explique qu'elle a fait donc, le cursus pendant 10 jours dans le château de Dan Peña, qu'elle a été suivie à peu près pendant 1 an et que elle et les quelques personnes avec qui elle a gardé contact ont coulé les entreprises. Alors, je ne sais pas pour elle, mais en tout cas, elle dit que les gens qui ont repris des entreprises à la suite du cursus de Dan Peña, pour nombre d'entre eux, il y a eu plutôt des échecs que des réussites. Que pour les étapes qui sont nécessaires à reprendre l'entreprise, enfin une entreprise, c'est tout d'abord de constituer un board, c'est-à-dire un panel de personnes qui vont vous accompagner dans la reprise d'entreprise, en règle générale 5, et que ça lui a demandé beaucoup de temps, 1 mois et demi, en travaillant à temps plein sur ce process-là. Et déjà, sur ce premier volet-là, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il faille automatiquement toujours se constituer un board. Je sais que les personnes qui suivent ce process prennent toujours un board et selon moi, ce n'est pas nécessaire. En dessous de 10 millions, ce n'est pas nécessaire. En dessous de 10 millions, vous pouvez vous faire accompagner par un sleeping partner, par exemple, quelqu'un qui viendrait à vos côtés, qui aurait beaucoup d'expérience et d'expertise et qui pourrait vous épauler dans un certain nombre de démarches, que ce soit opérationnel ou pré-reprise. Mais dans tous les cas, il est inutile de se constituer des boards qui soient aussi important. On peut très bien partir tout seul ou encore une fois partir avec une personne que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, que l'on va convaincre de suivre sur un projet qui tient la route. Mais selon moi, c'est vraiment pas une étape indispensable et c'est même plutôt négatif parce qu'il va falloir convaincre 5 personnes à chaque fois et il va falloir se constituer un réseau. Enfin, il va falloir constituer ce réseau de 5 personnes, il va falloir que ces 5 personnes s'entendent, etc. Et c'est déjà une étape qui est une étape compliquée et vraiment, le leitmotiv de cette vidéo, c'est, si vous voulez faire de la reprise d'entreprise, c'est de faire des choses qui soient des choses simples. La reprise d'entreprise va vous permettre de ne pas partir de zéro. Okay. Aujourd'hui, je sais que la micro-entreprise, l'auto-entrepreneuriat est vraiment à la vogue. C'est véritablement, aujourd'hui, vous devez créer vos entreprises. Être entrepreneur, c'est vraiment le Graal pour beaucoup de personnes. Néanmoins, 9 personnes sur 10 ne vont pas arriver à créer ces entreprises. Alors que quand on est dans la reprise d'entreprise, c'est 2 personnes sur 3 qui réussissent à reprendre des entreprises et qui le font bien souvent sans se former. Pourquoi? Parce que quand on reprend une entreprise, on a déjà un système en place, on a déjà des équipes en place, on a déjà une clientèle en place, on a déjà une offre qui tourne et qui est validée, etc. Et si sur ce système qui marche, vous repérez des entreprises qui ont véritablement des forts potentiels, des entreprises qui ne sont pas à leur plein potentiel, encore une fois, dont le propriétaire actuel de l'entreprise n'a pas développé tout ce qu'il aurait pu développer, eh bien, vous avez véritablement des leviers très intéressants. Et c'est, selon moi, là où vous aurez les plus fortes rentabilités avec le risque le plus faible, en fait. Bon. Alors ensuite, Margot nous explique qu'elle a eu besoin de contacter des avocats, des notaires, des comptables, qu'il a fallu lire beaucoup de documents, qu'il faut lire les bilans des 3 dernières années, qu'il y a beaucoup de papiers et que ça prend 2 mois. Alors pareil, ça me paraît monstrueusement énorme cette histoire de 2 mois. Parce que quand vous reprenez une entreprise, effectivement, il faut lire les comptes,
Mais il faut les lire encore une fois de façon simple. De toute façon, il faut faire de la simplicité. Alors effectivement, dans les entreprises, il y a toujours beaucoup de papier. Ça, c'est vrai. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut savoir financièrement de l'entreprise? Combien elle gagne? C'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges, le résultat qu'elle dégage. En général, c'est écrit, c'est le résultat, c'est écrit dans les comptes. C'est assez simple, il faut se le faire expliquer par l'avocat, par le comptable de l'entreprise ou l'expert comptable de l'entreprise. Et vous n'êtes pas obligé de passer par un avocat du tout pour cette lecture-là. Ensuite, vous voulez savoir ce que l'entreprise possède, ce qu'elle a à son actif, ce que l'entreprise doit, ce qu'elle a à son passif et ce que l'entreprise éventuellement peut dégager comme marge de manœuvre pour rembourser un éventuel emprunt si vous avez décidé de passer par le crédit. Mais le crédit, encore une fois, n'est pas obligatoire. Et quand on prend les choses avec simplicité, on a de la simplicité. Si on a décidé de se constituer un board de 5 personnes, d'aller voir des avocats, des notaires, etc., qu'on décide de ne pas les payer et de ne se faire payer qu'au résultat, que si jamais en success fees, que si le projet réussit, eh bien effectivement, ça devient quelque chose de compliqué. Mais encore une fois, faisons les choses simplement. Notamment si c'est votre première reprise, faites des choses mais les plus simples possibles. Des entreprises, il y en a 30 000 d'entreprises qui ferment aujourd'hui faute de repreneurs. Juste ça, et on dit qu'il y a 180 000 entreprises qui sont potentiellement à reprendre sur une année. Et avec le Covid, il y en aura plus. Déjà, dans toutes ces entreprises, il y en a plein qu'il faut exclure, mais il faut aller, encore une fois, sur des choses qui sont simples. Alors ensuite, on a la question du financement. Le financement est une question qui fait peur, d'accord, sur lequel il y a le plus d'appréhension. Est-ce que la banque va me suivre? Alors effectivement, le montage classique crédit, c'est-à-dire que je vais voir la banque pour qu'elle me finance à 100% la reprise d'une entreprise, est le montage le plus connu. Et donc, on estime que c'est un montage qui est risqué parce qu'on va se porter caution, parce que la banque va nous demander beaucoup d'éléments pour juger de la pertinence du dossier, ce qui est normal. Mais si vous voulez, il n'y a pas que ce montage-là. Le montage du crédit est un des montages parmi les autres. Il y a des montages où vous partez avec 1 euro parce que l'entreprise est en difficulté. Il y a des montages avec lesquels on va partir avec des partenaires financiers. Il y a des montages dans lesquels on va utiliser des financements qui vont être des financements alternatifs. Et il ne faut vraiment pas se limiter et il faut vraiment avoir beaucoup de créativité dans le financement parce que le panel est très large. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de soutien aux repreneurs d'entreprise et aux entrepreneurs en général à partir du moment où ils ont décidé de lever du crédit bancaire. Encore une fois, pour ceux qui ont décidé de lever du crédit bancaire, mais vous avez plein d'autres possibilités. Vous pouvez vous faire accompagner par le propriétaire actuel de l'entreprise qui sera très heureux de ne pas quitter l'entreprise immédiatement et de vous céder des parts de l'entreprise dans le temps au fur et à mesure. Et tout ça sera contractualisé, il n'y aura pas de mauvaise surprise, personne ne pourra se rétracter dans cette histoire, mais il y a plein de possibilités. Et une fois qu'on devient propriétaire de l'entreprise, alors Margot nous explique que là, il y a plein de choses qui sont cachées. Enfin, voilà, il y a des vices cachés. Enfin, ce n'est pas des vices cachés, mais presque. C'est les ressources humaines. Tout le monde n'est pas apte à gérer des êtres humains. Alors, sur cette partie, je ne vais pas lui donner tort parce que la partie la plus difficile dans la reprise d'entreprise, c'est effectivement la gestion des êtres humains, si on peut appeler ça une gestion des êtres humains. C'est peut-être pas un propos très heureux, mais en tout cas, c'est la gestion des ressources humaines. Et ça, c'est vrai que c'est une partie qui est délicate et qui est compliquée et que moi, je vous invite immédiatement à déléguer si vous ne voulez pas le faire, si vous ne souhaitez pas le faire, si vous n'êtes pas à l'aise dans la pratique du management. On peut le déléguer de plein de façons différentes. On peut, dans un premier temps, avoir quelqu'un qui gère l'entreprise pour vous et que vous ne soyez un petit peu que actionnaire, mais actionnaire à 100% de l'entreprise, mais sans le mandat social, par exemple, sans avoir le titre de gérant ou le titre de président de SAS. Une autre façon de faire, c'est de mettre en gérance l'entreprise que vous possédez. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas et c'est bien de le faire. Vous pouvez avoir un associé minoritaire ou majoritaire à vos côtés qui va gérer l'entreprise et qui va prendre les mandats pour vous. Vous avez aussi depuis juillet 2019 la loi autour de la location-gérance qui est rentrée en œuvre, enfin, cette nouvelle loi qui a apporté des modifications sur la location-gérance et qui vous permet dès le premier jour de mettre un locataire gérant
dans les entreprises qui sont des entreprises à fonds de commerce. Quand vous avez des fonds de commerce, vous pouvez utiliser ça et donc éviter de devoir gérer l'entreprise. La gestion de l'entreprise est un aspect de l'entreprise, mais ce n'est pas l'aspect qui doit être le plus important lorsque vous envisagez une reprise d'entreprise. Alors, j'ai pris quelques petites notes, ce qui n'est pas mon habitude, parce que je voulais vous dire beaucoup de choses. Et surtout, le propos le plus important, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être petit 1 dans des projets qui soient simples, encore une fois. J'ai fait une vidéo autour du Trocadéro et cette personne a monté un empire autour des bars de plage. Il a créé des restaurants et des bars de plage avec des établissements extraordinaires sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Mais au départ, il a fait quoi? Il a repris un bar de plage. Vous n'allez pas me dire que reprendre au départ un bar de plage, ça nécessite de prendre une équipe de 5 personnes, de prendre des financements qui soient super lourds. Ça se fait de façon très très simple. Au début, on commence simplement parce qu'on veut renforcer son estime de soi en se prouvant à soi-même qu'on est capable de monter un premier projet qui est un petit projet et qui nous permet de faire le premier pas avant de monter des projets qui sont des projets plus importants. Donc, première chose, faire des choses simples. Et deuxième chose qui est tout le temps oubliée par les gens qui, en France, parlent de la reprise d'entreprise et même un peu partout, et même Dan Peña, pour moi, n'insiste pas assez lourdement sur ce point-là, c'est de prendre des entreprises qui ont beaucoup de potentiel. Pourquoi? Parce que vous allez prendre une entreprise qui vaut 100, mais vous avez repéré un potentiel qui est inexploité aujourd'hui par le propriétaire de l'entreprise. Et l'entreprise, d'un seul coup, peut valoir 200 ou 300 000 euros. Sa valeur peut être multipliée par 2 ou par 3. Moi, je prends toujours des entreprises dans lesquelles on peut multiplier le chiffre d'affaires par 2 et la rentabilité par 4. Si ce n'est pas possible de faire ça dans ces entreprises-là, je ne les prends pas. Et ensuite, je prends toujours des entreprises dans lesquelles je peux être investisseur et pas entrepreneur dedans. Et je suis très content que Margot ait beaucoup évoqué le mot de chef d'entreprise parce que, vous savez, dans le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, vous avez le salarié, vous avez l'entrepreneur. Et après, vous avez le chef d'entreprise et l'investisseur. Et effectivement, reprendre une entreprise, c'est être dans un cadran, être à cheval un peu sur un cadran, qui est le cadran du chef d'entreprise et de l'investisseur. On est un petit peu là-dessus, d'accord? La différence entre le chef d'entreprise et l'investisseur, c'est que le chef d'entreprise, il va avoir un système qui fait que le chiffre d'affaires rentre tout seul et que l'entreprise fonctionne sans lui. Et l'investisseur, il va décorréler son temps de ses ressources en argent, de sa richesse, de ce qu'il va gagner en termes d'argent. Et nous, on va se mettre à cheval là-dessus. Et quand je reprends une entreprise, donc je regarde ce potentiel alors il n'y en a pas beaucoup, il y a à peu près que 2% des entreprises qui ont véritablement des potentiels qui nous permettent de faire x2 sur le chiffre, x4 sur la rentabilité. Et donc le potentiel d'investissement, d'accord? C'est-à-dire un potentiel dans lequel je ne suis pas obligé d'être à 100% tous les jours dans mon entreprise dans laquelle je travaille très très peu ou pas beaucoup. Pour conclure dans cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est que je dis très régulièrement que la richesse ne se crée pas par le travail, elle se crée par la saisie d'opportunités. C'est-à-dire qu'il faut saisir les bonnes opportunités dans sa vie si on souhaite créer beaucoup de richesse. Et c'est toujours le cas, c'est le lieu commun de tous les milliardaires de cette planète. Ils ont tous saisi des opportunités. Certains travaillent et certains ne travaillent pas. Voilà, certains travaillent beaucoup et certains ne travaillent pas beaucoup. Par contre, il y a une valeur qui est commune aussi à tout ça, c'est que même si la richesse n'est pas corrélée au travail, elle est toujours corrélée à la détermination. Elle est toujours corrélée aux gens qui vont tenir bon dans le temps, qui ne vont jamais rien lâcher. Voilà. Et effectivement, la reprise, pour certains, ça peut vous paraître comme quelque chose de difficile, de lourd, de complexe, etc., etc. Moi, je vous le dis, j'estime que ce n'est pas le cas. Mais même si c'était le cas, ce n'est pas grave parce que c'est le seul moyen aujourd'hui qui existe qui soit un moyen de création de richesse extraordinaire avec des rentabilités extraordinaires. Parce que si on regarde les autres classes d'actifs, qu'est-ce qu'on a? On a la crypto avec toute l'incertitude et la volatilité que l'on connaît. On a l'entrepreneuriat avec des taux d'échec extraordinaires. On a les startups avec des taux d'échec extraordinaires.
On a la bourse avec beaucoup de volatilité et des politiques de quantitative easing aujourd'hui qui sont complexes à comprendre et dont on ne connaît pas la finalité dans 3-4 ans. On ne sait pas ce que sera la bourse. Donc là, on a de la volatilité. Et après, on a les prises de participation en tant qu'actionnaire, comme l'évoque effectivement Margot Klein. Mais ces prises de participation sont... Déjà, c'est quelque chose de réglementé, d'accord? On ne peut pas se faire vendre des parts comme ça sans que la personne soit agréée par l'AMF en France en tout cas. Et même sans ça, ça reste quelque chose qui sera moins rentable parce qu'on ne maîtrise pas, quand on est actionnaire passif, le pacte d'actionnaire et on ne maîtrise pas tout ce qui est, eh bien, encore une fois, rentabilité, revenus et gestion de l'entreprise. Et donc, on est passif, on est passager du véhicule d'investissement dans lequel on va rentrer. Et ça, eh bien, c'est aussi un risque. Il faut toujours comprendre que la rentabilité et le risque sont toujours corrélés. Mais dans la reprise d'entreprise, ça n'est pas tout à fait le cas parce qu'on va avoir la main mise sur l'ensemble de l'entreprise. On aura bien sélectionné l'entreprise. On sait que c'est une entreprise qui fonctionne depuis plusieurs années peut-être. Et donc, que le risque est quand même très limité. Par contre, le potentiel de rentabilité, lui, va être très important parce que, encore une fois, on va prendre des entreprises à haut potentiel de valeur. Voilà, si tout ceci vous intéresse, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à la lettre du repreneur qui est en description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!